Cette présentation a pour objectif de détailler les traitements en cardiologie, et plus particulièrement ceux visant à traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Nous allons commencer par les traitements antihypertenseurs. Il existe 4 classes de traitements antihypertenseurs de première intention. On peut les nommer A, B, C, D. Donc A pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine, ce sont les IEC et les antagonistes de l'angiotensine 2. B pour les bêta-bloquants. C pour les inhibiteurs calciques et D pour les diurétiques thiazidiques. La classe E, dite un peu exotique parce que ce ne sont pas des traitements de première intention mais qui peuvent être utiles, c'est notamment la spironolactone dont on discutera un peu plus tard. Tout d'abord, les A, donc les bloqueurs du système rénine-angiotensine, peuvent être classés en deux sous-catégories. Tout d'abord, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui vont bloquer la formation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Tous ces traitements finissent par pril et ils vont avoir des effets vasodilatateurs qui vont expliquer la baisse de pression artérielle observée en diminuant la production d'angiotensine 2. Leurs cousins sont les antagonistes de l'angiotensine 2. Ils finissent tous par sartan, on les appelle également les sartans, et ils vont bloquer l'action de l'angiotensine 2 sur le récepteur AT1 et avoir des effets relativement proches des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. On passe maintenant au B, ce sont les bêta-bloquants. Ils finissent tous par LOL. Les bêta-bloquants vont bloquer les récepteurs bêta-1 adrénergiques au niveau du cœur, entraîner une bradycardie et une diminution de l'inotropisme, et c'est par ces mécanismes essentiellement qu'ils vont faire baisser la pression artérielle. Les C sont les inhibiteurs calciques, notamment de type dihydropyridine. Ils finissent tous par dipine. Ils vont bloquer les canaux calciques de type L au niveau des cellules musculaires vasculaires lisses de la paroi artériolaire. Et cette bloquée d'entrée de calcium va limiter la vasoconstriction et ainsi provoquer une vasodilatation, une baisse de la pression artérielle. On passe au D maintenant, les diurétiques thiazidiques sont particulièrement l'hydrochlorothiazide et l'indapamide. Ces médicaments vont jouer au niveau du tubule rénal, au niveau de sa partie tube contourné distal. Ils vont bloquer la réabsorption de sel et de potassium, donc vont provoquer une natriurèse, une baisse de la volémie et une baisse de la pression artérielle. Dans les E, il existe la spironolactone, qui est un diurétique épargneur de potassium. Il joue également au niveau du tubule rénal, au niveau de sa partie toute distale qu'on appelle le tube collecteur. Et il va bloquer la réabsorption de sel et par contre favoriser la réabsorption de potassium. C'est pour ça qu'on dit qu'il est épargneur de potassium. Mais il va avoir également un effet antihypertenseur par déplétion volémique. Nous allons maintenant passer au traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc par rapport à notre ABCD, on va changer un peu, on va enlever les C qui n'ont pas de place spécifique. Dans les A, on va rajouter le sacubitril, l'antagoniste de l'angio 2, et puis on va rajouter les G, les glyphosines. Donc ça sera ABDE et G pour les traitements de l'insuffisance cardiaque. Tous ces médicaments ne se prescrivent pas de la même façon. Quand on a une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%, on va pouvoir prescrire ces 5 classes. Quand on a une fraction d'éjection supérieure à 40%, le niveau de preuve est plus faible. Et c'est surtout les diurétiques de l'anse pour gérer la congestion et les glyphosines qui vont être prescrits. Tout d'abord dans les A, le sacubitril valsartan, il associe un antagoniste de l'angiotensine 2, le valsartan, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va bloquer les récepteurs AT1 à l'angiotensine 2 et provoquer une vasodilatation. Et il y a également le sacubitril dans cette molécule qui va bloquer la dégradation des peptides natriurétiques et qui va avoir un effet de vasodilatation et de natriurèse dans une voie de signalisation qui est différente de celle du valsartan, donc c'est vraiment une action synergique et combinée. Le sacubitril valsartan a démontré son bénéfice en comparaison de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion pour réduire la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Il faut que la tolérance du patient le permette pour le mettre en place car il est plus hypotenseur notamment que l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Concernant les B, les bêta-bloquants, eh bien, il y a 4
types de bêta-bloquants qui permettent d'améliorer le pronostic dans la fraction d'éjection altérée de l'insuffisance cardiaque, le carvedilol, le bisoprolol, le métropolol et le nebivolol. Donc c'est ceux-ci qui seront privilégiés en cas de FEVG inférieur à 40%. Les diurétiques de Lenz agissent au niveau du tubule rénal et cette fois au niveau de la branche ascendante de Lenz de Henle. Ils empêchent la réabsorption de sel, de potassium et de chlore et ont un délai d'action très rapide. Ils vont provoquer une natriurèse dans l'heure qui suit la prise du traitement. Et cela va entraîner une sensation de diurèse forcée pour le patient avec une polyurie et qui va permettre une décongestion rapide dans les jours qui suivent l'administration, qu'elle soit PEROS ou IV des patients. Les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, c'est essentiellement la spironolactone et les plérénones. Eh bien, ces deux médicaments, dans l'insuffisance cardiaque FEVG altérée, permettent de diminuer la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, en plus des traitements par IEC et bêta-bloquants. La dernière classe, ce sont les G, les glyphosines. Les glyphosines, on appelle aussi cela les inhibiteurs de SGLT2 parce qu'ils vont bloquer ces récepteurs, notamment au niveau rénal, pour provoquer une glycosurie, donc une perte de sucre dans les urines, et également une perte de sel associée, mais qui est relativement modeste. Et le bénéfice de ces médicaments est probablement lié à d'autres éléments. Ils ont des effets cardio-métaboliques, où ils vont améliorer la fonction cardiaque au long cours par plusieurs mécanismes. Et cela explique le fait que ces médicaments ont démontré une amélioration du pronostic pour les épisodes d'insuffisance cardiaque aiguë et pour la mortalité cardiovasculaire, voire toute cause, quelle que soit la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc on les prescrit très largement dans l'insuffisance cardiaque. Voilà, nous avons fait le tour avec un bref résumé de l'ensemble des traitements qu'on va utiliser au quotidien pour l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie de votre attention.